Et bonjour, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Alès Serogay et je suis la coordinatrice de la gestion des connaissances et de l'apprentissage du projet Bridge the Gap. Bridge the Gap est une initiative financée par l'Union européenne. Elle a été coordonnée par la FIAP, la Fondation ibero-américaine pour l'administration et les politiques publiques, en partenariat avec trois agences européennes pour la coopération au développement, l'agence espagnole, l'italienne et l'autrichienne, et aussi deux ONG internationales, le European Disability Forum et le IDDC, International Disability and Development Consortium. L'objectif de Bridge the Gap est de contribuer à l'inclusion socio-économique, à l'égalité et à la non-discrimination des personnes vivant avec un handicap à travers des institutions et des politiques plus inclusives et responsables. Le projet dispose d'un ample stratégie de gestion des connaissances. Dans le cadre de cette stratégie, le projet organise un cycle de formation en ligne qui explore progressivement les divers aspects traités par les projets. Ce cycle vise à développer les concepts de transversalité du handicap dans le domaine du développement et qu'ainsi définir une approche homogène aux secteurs intéressés par les projets. Les formations sont préparées et développées par des experts internationaux sélectionnés par Bridge the Gap. Chaque formation est conduite en anglais, en espagnol et en français en sessions séparées. Pour ceux qui l'ont manqué, vous pouvez trouver le vidéo des webinaires sur notre website, sur les pages Facebook et Twitter et sur notre canal YouTube. Vous pouvez trouver tous les liens ici dans les chat box dans un instant. Bien, aujourd'hui, nous sommes ici pour la 8e session intitulée Accès universel à l'emploi. Selon la Convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, les personnes avec un handicap ont le droit de travailler sur un pied d'égalité avec les autres. Spécifiquement, en fait, l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap oblige les États parties à prendre des mesures appropriées pour préserver et promouvoir l'exercice du droit des personnes vivant avec un handicap au travail, notamment en interdisant la discrimination fondée sur l'handicap en ce qui concerne toutes les questions relatives à l'emploi. L'emploi est essentiel pour maintenir les moyens de subsistance et constitue un facteur crucial pour l'inclusion des sociétés, dans les sociétés. Avoir un travail est une caractéristique essentielle de l'existence humaine et dans de nombreuses sociétés, la capacité de travailler est considérée comme l'un des moyens les plus importants permettant aux individus d'apporter leur contribution individuelle à leur communauté. Les personnes vivant avec un handicap se heurtent à des obstacles liés à l'inaccessibilité des informations, à l'environnement physique, notamment aussi à les transports, à les logements, à les lieux de travail. Et en fait aussi, les employeurs présument également souvent que les coûts liés à la mise en œuvre des déménagements raisonnables pour les employés avec un handicap sont complètement prohibitifs. Donc, c'est vraiment la manque de connaissances quelquefois. Bien que les lois nationales, régionales et internationales en vigueur et malgré l'engagement des organisations internationales et des organisations des personnes vivant avec un handicap, les personnes avec un handicap du monde entier continuent trop souvent à se voir refuser les droits au travail. En fait, les statistiques indiquent que les taux de chômage, de sous-emploi et d'inactivité économique chez les personnes avec un handicap ont tendance à être beaucoup plus élevés que ceux des autres travailleurs. Bien, aujourd'hui, le webinaire mettra en lumière les obstacles
auxquelles les personnes vivant avec un handicap sont confrontées dans leur accès au travail, tels que le manque d'égalité, des chances d'éducation, de formation, mais aussi les stéréotypes culturels, l'inaccessibilité des informations et de l'environnement. La session aussi explorera également les stratégies et mesures pouvant inclure les handicaps qui peuvent être prises pour promouvoir les opportunités d'emploi et l'avancement professionnel des personnes vivant avec un handicap. Bien, aujourd'hui, à explorer ces sujets extrêmement importants, nous avons vraiment la chance d'avoir une autre expert de l'organisation internationale qui s'appelle Humanité et Inclusion. Elle s'appelle Francesca Randazzo. Elle est la référente technique pour l'emploi et l'insertion économique, comme j'ai déjà dit, pour HI, Humanité et Inclusion. Francesca est ménagère et spécialiste de l'unité moyenne de subsistance et inclusion socio-économique chez Humanité et Inclusion, qu'elle a rejoint en mars de 2018. Avant de travailler chez HI, Francesca a travaillé dans le secteur de la finance inclusive, de l'entrepreneuriat durable pendant 10 ans en Suisse, au Luxembourg et au Pérou. Francesca est diplômée de Sciences Po Paris en relations internationales et a obtenu un DES de l'Université catholique de Louvain en études de développement, ainsi qu'aussi un master en microfinance de l'Université libre de Bruxelles. Elle a aussi travaillé en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Mais bien, donc aussi aujourd'hui, nous avons vraiment un expert en matière. Nous avons cette opportunité d'avoir pour 1h30 Francesca avec nous. Donc, je laisse immédiatement la parole à Francesca, mais avant de commencer, juste quelques conseils techniques. Le webinaire est sous-titré en direct et vous pouvez trouver les liens pour suivre le sous-titrage en direct ici dans les chat box. Bien, donc maintenant je donne la parole à Francesca. Mais très merci Francesca pour être avec nous aujourd'hui. Merci Alessia et bonjour tout le monde, même si je ne vous vois pas. Je suis très heureuse d'avoir été invitée à présenter cette session sur l'accès universelle à l'emploi, qui effectivement est une thématique qui me tient beaucoup à cœur. J'y travaille tous les jours. Et en fait, l'idée, c'est aussi de relever un défi, de pouvoir parler de l'accès universel à l'emploi, de l'emploi inclusif en 1h30. C'est clair qu'on ne va pas pouvoir malheureusement couvrir tous les sujets et ni discuter de ce dont on aurait envie parce que ça pourrait nous prendre même des semaines, je pense. Donc l'idée en fait de cette session, c'est un peu de vous amener sur un chemin vis-à-vis de l'accès universel à l'emploi, c'est-à-dire pourquoi en fait l'emploi est si important, quel est un peu le cadre légal international et aussi national dans certains cas pour l'emploi inclusif, voir, comme disait effectivement Lesia, les barrières, les obstacles auxquels on fait face, auxquels font face surtout les personnes handicapées en matière d'insertion dans l'emploi, et finalement voir aussi quelles sont les bonnes pratiques, les manières en fait de surmonter ces obstacles, et je donnerai quelques exemples. Au niveau des limites de cette session, naturellement, c'est le temps, la contrainte principale. J'ai essayé de focaliser la présentation d'aujourd'hui plutôt sur tout ce qui est emploi salarié, en sachant que beaucoup des obstacles et des pratiques, des bonnes pratiques, on les retrouve aussi dans tout ce qui est auto-emploi. Mais n'hésitez pas au moment des questions-réponses aussi de poser des questions plutôt axées sur tout ce qui est appui à la micro, petite entreprise, activité génératrice de revenus pour les personnes handicapées. Voilà, donc je vous propose
commencer. Et en fait, la première question, c'est l'accès universel à l'emploi. Pourquoi est-il important? Je vais essayer juste, je pense que vous ne voyez pas trop bien. Et donc, je vous présente je vous présente en fait la fameuse pyramide de Maslow, qui est très chère aux économistes en général. En fait, la pyramide de Maslow nous donne une idée, en fait, représente la manière dont on peut satisfaire les besoins humains. Donc, comme vous les voyez, en gros, on a des besoins de base, des besoins psychologiques et des besoins d'accomplissement. Et si on regarde avec le prisme du travail, on voit comment un emploi, un travail aide en fait à satisfaire ces besoins. Donc, au niveau des besoins de base, c'est clair que le fait d'avoir un revenu permet aux ménages, aux familles de pouvoir manger, avoir de l'eau potable, avoir un toit, de sentir une certaine sécurité par rapport à l'avenir. Un emploi aussi et un travail sont un moyen de reconnaissance. Donc, on est plutôt à ces niveaux-là, sur les besoins psychologiques. Quand on a un travail, en général, on attend de la reconnaissance du patron, des collègues, mais aussi on a l'impression de remplir ou de satisfaire les besoins d'autres personnes, par exemple des clients. Et finalement, ceci est une manière de penser à l'autoréalisation personnelle, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a une place dans la communauté, dans la société. Donc, en fait, qu'on peut voir les liens entre emploi, travail, besoins humains, mais aussi inclusion plus générale dans la société, sont étroitement liés. D'où l'importance, en fait, du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Malheureusement, les personnes handicapées n'ont pas un accès égal à l'emploi comparé aux personnes qui n'ont pas d'handicap. Effectivement, ce qu'on remarque, on sait, et ça déjà Lécia nous a donné un peu quelques chiffres qui sont assez intéressantes, mais on sait qu'on a plus ou moins 15% de la population aujourd'hui qui vit avec un handicap. Et parmi les personnes qui sont handicapées, qui sont en âge de travailler, entre 80 et 90% des personnes n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire, on est dans une situation où les personnes handicapées ne travaillent pas. Ce qui est complètement différent, par exemple, dans un taux de chômage global qu'au niveau mondial, on est aux alentours de 6%. Donc, juste pour donner un peu une idée. Après, au-delà de l'handicap, on a aussi d'autres critères d'exclusion qui viennent s'ajouter, comme par exemple le genre. Donc, on sait que les femmes handicapées ont encore moins d'accès à l'emploi que les hommes handicapés ou les femmes sans handicap. Au niveau des emplois salariés, mais aussi globalement, elles sont plutôt dans des emplois moins bien rémunérés, plutôt dans les secteurs informels. Pareil pour les jeunes. Ou encore, par exemple, pour les populations minoritaires. Donc, en fait, on voit comme la vulnérabilité prend une ampleur un peu plus, même au-delà du handicap. Et en fait, donc, l'handicap ajouté à d'autres facteurs d'exclusion amplifie encore ces phénomènes-là. Les personnes qui ont un handicap multiple ou qui ont une déficience mentale ou intellectuelle ont moins de chances d'avoir un emploi que des personnes qui ont un seul handicap ou des handicaps physiques, par exemple. Aussi, on voit une sous-représentation des personnes handicapées, comme je disais avant, dans les emplois précaires, informels, dans des activités à basse valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur des activités de subsistance, des activités où effectivement on n'a pas ce qu'on appelle, et qu'on verra après, le concept d'un travail décent, et avec des revenus qui sont très très bas. Et finalement, les personnes handicapées qui ont un emploi, en général gagnent moins que celles qui n'ont pas d'handicap. Et parmi les personnes handicapées, celles qui vivent en milieu rural ont des revenus plus bas que celles qui vivent en milieu urbain.
par rapport à ça, juste pour vous donner un peu un exemple de ce que ça peut signifier gagner moins, il y a une étude qui a été réalisée et qui a pris des données, par exemple en Espagne, donc un pays d'Europe, où on sait que les personnes handicapées gagnent 12% de moins que les personnes qui ne le sont pas. Et ce chiffre arrive à atteindre environ 29% aux États-Unis. Et au Chili, on est aux alentours de 16%. Donc, c'est vraiment une différence importante. Ici, c'est juste pour vous donner un peu une idée du ratio entre emploi et population en âge de travailler en comparant, si vous voyez bien, en orange les personnes qui ont un handicap et les personnes en gris qui n'ont pas d'handicap. Donc, en fait, comme vous pouvez voir, seulement 25% de la population handicapée en Afrique du Nord et en Asie de l'Ouest ont un emploi comparé à 51% dans la même région des personnes qui n'ont pas de handicap. Et au niveau global, on est à 36% pour les personnes handicapées, 60% pour les personnes qui ne sont pas handicapées. Donc effectivement, on voit qu'il y a un décalage qui est assez important. Et ici, c'est juste pour un peu vous montrer la différence en termes d'emploi des personnes handicapées entre 18 et 60 ans, s'ils ont juste un handicap, une déficience, ou s'ils sont porteurs d'une déficience multiple. Et ceci, on voit en fait qu'il y a quand même un écart de 10% globalement, donc en moyenne, entre des personnes avec un seul handicap et des personnes avec des handicaps multiples. Donc, en fait, même au sein du monde de l'handicap, il y a beaucoup de différences, ce qui nous pousse aussi à réfléchir en termes pas forcément globaux, mais à chaque fois d'avoir un prisme relativement spécifique par rapport à l'handicap qui n'est pas, disons, une grosse marmite où on peut mettre tout dedans avec sans tenir en compte des spécificités en fait de chacun. Donc, quand je disais un travail, je viens de croire oui, mais il faut que le travail soit décent. Comme on a vu, beaucoup de personnes sont dans des emplois précaires et informels. Donc, qu'est-ce que le travail décent? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Ça fait des années que l'AOIT promeut le terme de travail décent. Et ça fait depuis 1948 qu'il apparaît dans la majorité des conventions internationales des Nations Unies. Et donc, en fait, un travail décent regroupe d'abord un accès à un travail productif et convenablement rémunéré. Donc, on est déjà loin de ce qu'on a vu juste avant par rapport à un taux de rémunération qui est très faible. Après, à la sécurité sur le lieu de travail et à la protection sociale pour les familles. C'est-à-dire que l'endroit doit être sûr et doit aussi permettre en fait d'avoir un filet social pour l'employé et son ménage. Ce que souvent on voit dans beaucoup de pays sous forme de protection sociale pour la santé ou retraite, etc. Ensuite, avoir des perspectives de développement personnel et d'insertion sociale. Un travail de sens, c'est un travail en fait qui nous permet aussi de nous projeter vers le futur, de voir une évolution de la personne, un développement et aussi son inclusion finalement au sein de la société. C'est un travail qui permet et qui donne la liberté aux individus d'exprimer leurs revendications, de s'organiser, de participer aux décisions qui affectent leur vie. Donc, en fait, un travail décent, c'est pas seulement l'emploi en tant que tel, mais aussi c'est la possibilité de pouvoir revendiquer les droits. Et on sait très bien que dans les cas des personnes handicapées, la connaissance des droits et aussi la possibilité de revendiquer est souvent très limitée. Et aussi tout ce qui est l'égalité des chances et traitement pour tous, hommes et femmes avec et sans handicap. Donc, en gros, quand on parle de travail décent et d'emploi, on sait que c'est quelque chose d'essentiel pour le bien-être et la dignité de tout le monde, y compris les personnes handicapées. Et en fait, ces concepts de travail décent, on les voit bien inscrits dans les objectifs du développement durable. Donc, c'est l'objectif 8, qui est un peu ce qui nous guide aujourd'hui et qui, effectivement, promeut la croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Et c'est vraiment dans cette acception pour tous qu'on peut parler d'un travail, d'un emploi inclusif. Et effectivement, dans la cible 8.5,
comme on va le voir, on voit clairement que d'ici 2030, l'objectif est de parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc, on est vraiment dans l'inscription des personnes handicapées dans le travail décent comme partie prenante dans ces processus. Avant, donc j'espère que pour l'instant tout va bien. Et j'aimerais bien passer au cadre légal, en fait, pour donner un peu une idée du cadre légal international qui nous sert de base pour la promotion de l'emploi et du travail décent des personnes handicapées. Ça, j'espère que vous n'avez pas peur, ça va un peu au-delà de la Convention pour les droits des personnes handicapées, donc de l'article 27, mais je pense que c'est intéressant parce que comme on peut voir, en fait, ici, comme on peut voir ici, on tourne autour de l'ODD 8, donc de l'emploi décent pour tous, dont les personnes handicapées, et en fait, il y a tout un système ou un dispositif légal international qui vient alimenter et donner une base solide pour l'atteinte de cet objectif. Donc, je vous mentionne par exemple ici, on voit la convention. Il y a l'article 27 qui se concentre essentiellement sur l'emploi, mais aussi, il faut faire référence à l'article 24. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi le webinaire sur l'éducation inclusive, effectivement, c'est pour l'accès à une éducation pour tout le monde, dont la formation professionnelle, d'où le lien avec l'emploi, mais aussi les articles qui concernent l'accessibilité et les revendications, enfin les droits en fait. À côté de cela, on a plusieurs conventions, plusieurs dispositifs, recommandations qui sont en place. Donc, on a la convention numéro 159 du BIT sur la réadaptation professionnelle et l'emploi, et aussi la recommandation qui est associée sur les mêmes thèmes, où effectivement on donne qui met, disons, un accent particulier sur le besoin et l'engagement des États membres à mettre en place des systèmes pour tout ce qui est la formation professionnelle et l'accès à l'emploi des personnes handicapées, pas seulement de formuler des politiques et des dispositifs, mais aussi de les mettre en œuvre et surtout de les revoir d'une manière assez périodique pour les mettre à jour et pour qu'ils restent d'actualité, pour s'assurer aussi qu'ils soient effectivement inclusifs. On a aussi la résolution sur le travail et l'emploi des personnes handicapées de l'Assemblée générale du Conseil des droits humains de 2013, qui aussi appelle les États membres à assurer que les personnes handicapées puissent profiter d'un emploi, du droit à l'emploi, sur la même base que les autres. Et après, on a aussi les Samoa Pathway. En fait, c'est Samoa, on ne parle pas de l'île du Pacifique, mais en fait, c'est la feuille de route des modalités d'action accélérée des petits États insulaires en développement. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ici, on prend conscience du taux de chômage très élevé des personnes handicapées et on essaye de dire il faut effectivement développer tout ce qui est esprit d'entrepreneuriat, mais aussi formation professionnelle pour les personnes handicapées, développer leurs compétences pour qu'ils puissent contribuer au développement économique de ces États-là. Et finalement, on a l'agenda pour l'action d'Addis Abeba qui a été de 2015, pardon, qui aussi
encourage l'intégration d'hommes et femmes avec handicap dans le marché du travail formel. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que comme on le sait, comme on le voit tous les jours, les personnes handicapées sont souvent employées dans les secteurs informels. Et donc, en fait, cette prise de position de dire un emploi décent, c'est aussi un emploi formel et on prend une position par rapport à ça, ça nous donne un cadre légal et qui est très intéressant pour développer des actions dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur l'article 27 de la Convention parce qu'effectivement, Alessia l'a mentionné lors de la présentation, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée de reconnaître que les personnes handicapées ont droit au travail, que ce travail soit librement choisi ou accepté sur un marché du travail. Et en fait, ce librement choisi, c'est assez intéressant parce que ça vient un peu contraster une pratique assez commune de dire tel handicap, tel travail. Les cas peut-être les plus fameux, c'est les personnes qui ont une déficience visuelle et qui sont masseurs. On dit quelqu'un qui a un problème, une déficience visuelle peut faire que le masseur. Donc là, c'est vraiment l'idée d'un travail librement choisi qui favorise l'inclusion et qui soit accessible aux personnes handicapées. Et aussi ces concepts d'inclusion, je pense que c'est très intéressant dans la Convention parce qu'on sort un peu du cadre des emplois protégés où on met, on n'a que des personnes handicapées qui ont des activités économiques. Mais on parle vraiment d'une inclusion dans la société, dans le monde de l'emploi, tel qu'il est aujourd'hui, sans des dispositifs particuliers seulement à l'égard des personnes handicapées. Et donc, en fait, la Convention aussi nous promouvoit l'accès à la formation professionnelle, comme on l'a dit, encourage l'auto-emploi, et appelle aussi à tout ce qui est aménagement raisonnable. Je ne vais pas m'attarder maintenant sur les aménagements parce que je reviendrai après sur ce qu'est un aménagement raisonnable, comment ça fonctionne, un peu ça fait partie des bonnes pratiques et des choses qui nous aident quelque part à surmonter les difficultés que les personnes handicapées peuvent rencontrer au moment de chercher un emploi, mais même de rester dans un emploi qu'ils ont. Un point qui me paraît très intéressant, c'est de voir un peu comment la Convention a eu une influence dans les politiques publiques nationales. Parce que je pense que finalement, on est tous d'accord, in fine, c'est un peu les États qui mettent en place des politiques nationales, des dispositifs, et donc c'est intéressant de voir comment cette Convention a eu un impact, je dirais, positif, réellement, sur les politiques publiques nationales. Au niveau d'un petit tour d'horizon, on voit qu'aujourd'hui, une vingtaine d'États membres de l'ONU ont des dispositions dans leur constitution qui garantissent explicitement le droit au travail des personnes handicapées ou qui interdisent la discrimination dans l'emploi à leur égard. Donc, en fait, là, on est sur les deux grands modèles d'emploi inclusif ou d'accès universel à l'emploi, c'est-à-dire les systèmes de quotas, comme on les connaît beaucoup en Europe, ou au Japon, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des quotas dans les entreprises privées publiques qui sont mis en place pour favoriser l'accès des personnes handicapées à l'emploi. Ou, de l'autre côté, on a un système qui est plutôt le système anglo-saxon, qu'on voit aux États-Unis et aussi au Royaume-Uni, qui se base plutôt sur les principes de non-discrimination et qu'en fait, il vient quelque part du mouvement des États-Unis au moment du droit, dans les années 60-70, au moment des droits des minorités, et qui finalement est transposé aussi aux personnes handicapées. Donc, on est sur deux systèmes qui sont différents. Dans la réalité, on a beaucoup de systèmes hybrides où effectivement, on a des quotas, des pratiques non discriminatoires, etc. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur ça. Naturellement, si vous avez des questions après, un peu de savoir plus en détail sur ces systèmes-là, on pourra en discuter avec plaisir. Ensuite, on voit que plus de 60% des pays ont également inclus des dispositions spécifiques au handicap qui interdisent globalement les pratiques discriminatoires et qui garantissent une égalité de rémunération dans les lois qui régissent le travail.
Et il y a près de 100 pays donc, qui ont mis en place des systèmes des quotas. Donc en fait, ces systèmes des quotas, je dirais que c'est peut-être celui qui a eu plus de succès, probablement parce que c'est les plus faciles à identifier, les entre guillemets, c'est qu'au niveau, en tout cas, des politiques, est plus simple à statuer, à mettre en place, qui est sorti donc du cocoon européen, japonais, où il était né, et qu'effectivement, on voit des systèmes des quotas en place d'énormément de pays. Il y en a beaucoup en Amérique latine, mais aussi en Afrique, par exemple. Je peux vous donner quelques exemples intéressants, peut-être, juste pour vous donner une idée. Par exemple, dans un pays comme la Bolivie, les entreprises publiques sont obligées d'avoir 5% du personnel handicapé comme quota, alors que les entreprises privées de plus de 50 employés ont une obligation de 2%. Dans certains pays aussi, on met des systèmes de sanctions si ces quotas ne sont pas atteints. Dans d'autres cas, il n'y a pas forcément de sanctions, mais on pourra en discuter, comme je dirais plus tard. On verra de toute façon dans la présentation certaines stratégies, justement, qui favorisent l'emploi des personnes handicapées dans ces systèmes-là. Donc, si on passe maintenant à tout ce qui est les barrières à l'emploi. Donc, en fait, on a vu pourquoi l'emploi est important, pourquoi on parle de travail décent, comment, en fait, cette notion de travail décent est ancrée dans les dispositifs internationaux, donc les conventions, dont naturellement la Convention des droits des personnes handicapées, l'article 27, mais pas seulement. On a vu comment aussi, très brièvement, la Convention a eu une influence à influencer les politiques nationales à prendre une position. Et on sait qu'en dépit de tout ça, on a encore énormément d'obstacles au moment d'intégrer les personnes handicapées dans un travail décent, dans un emploi. Donc là, ce que je vous propose, c'est de regarder en fait ces barrières, une par une. C'est les plus communes, c'est naturellement, c'est pas exhaustif, mais disons ce qu'on retrouve les plus souvent quand on travaille sur l'accès universel à l'emploi pour les personnes handicapées. Donc, la première, c'est l'accès à la formation. Effectivement, on sait que, et là, encore une fois, si vous avez eu l'occasion de suivre le webinaire sur l'éducation inclusive, les enfants handicapés, les gens handicapés, et en général les personnes handicapées, sont souvent mises à l'écart des systèmes ordinaires d'éducation et de formation. Pour différentes raisons, il y a des préjugés, des croyances, il y a un manque d'aménagement. Souvent, ceci, leur situation de pauvreté, c'est des personnes qui étaient extrêmement exclues. Il y a aussi des questions souvent, la famille, elle est hyper protectrice, et donc ne souhaite pas, disons, envoyer l'enfant ou le jeune dans un centre de formation pour peur, en fait, des préjugés, de comment il pourrait être accueilli. Et donc, ce manque d'accès à la formation, c'est un obstacle énorme, tant pour l'emploi salarié, mais aussi pour l'auto-emploi. C'est-à-dire que les personnes handicapées, souvent, manquent de compétences techniques pour pouvoir avoir une activité qui est génératrice de revenus, avoir une activité économique. Un autre obstacle que je pense tout le monde autour de cette table virtuelle a rencontré, c'est les préjugés sur les capacités des personnes handicapées. Et ça, c'est soit au niveau de la société, des personnes en général, on pense effectivement qu'une personne qui a un certain handicap ne peut pas faire toute une série d'activités. Donc, on les cantonne souvent à certains postes. Mais aussi, ce système des préjugés renforcé parfois par des législations et des politiques qui établissent quel type de travail une personne avec un certain type d'handicap peut réaliser. Et si je ne me trompe pas, par exemple, ça, c'est le cas de l'Égypte. Donc, c'est aussi, donc parfois aussi, la législation dans un souci, entre guillemets, de vouloir bien faire, de vouloir intégrer
dans l'emploi des personnes handicapées termine par continuer à accroître des préjugés qui sont déjà communs dans la société. Par exemple, on ne pense pas qu'une personne qui a une déficience physique puisse travailler dans la construction ou encore être agent de sécurité. Alors qu'il y a des cas où ça, c'est possible. Je vous donne un exemple très pratique. Il y a la compagnie internationale Securitas en Argentine. Ils ont un programme qui s'appelle Vigilance inclusive, sécurité inclusive, où les agents de sécurité, c'est des personnes handicapées en fauteuil roulant. Donc, il y a aussi des manières, on en discutera après, de surmonter ces préjugés, mais c'est vrai que ça, c'est un facteur, un frein à l'emploi des personnes qui est quand même assez important. Après, l'autre obstacle, c'est l'accès limité au travail salarié. Donc ici, ça veut dire quoi en gros et pourquoi je vous montre ça? On sait en fait, ce petit tableau, pardon. Donc, on sait que les personnes handicapées ont des difficultés à accéder à un emploi salarié, entre guillemets, publié de manière classique par Internet ou par une agence d'emploi. Parce que ils n'ont pas, ils n'ont pas accès à la formation, ils n'ont pas forcément eu des stages, pas d'autres expériences en fait de travail. Beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à Internet. Les prestataires de services ne sont pas inclusifs. Les offres même, elles ne sont pas inclusives. Donc, en fait, on voit qu'on a mis en place tout un système de modalités de l'emploi pour les personnes handicapées. Et on voit un peu ici, je vous montre juste rapidement. On a deux types d'environnement de travail. Donc, un environnement compétitif, alors l'environnement ordinaire et l'environnement protégé. Et on a donc des travailleurs qui ont une rémunération normale avec des dispositifs de sécurité sociale équivalentes aux travailleurs non handicapés, des travailleurs qui ne sont pas rémunérés ou qui n'ont pas de filets sociaux de protection sociale. Et là, en fait, au niveau de l'emploi salarié, on voit que soit on a une situation d'emploi ouvert où les personnes handicapées peuvent travailler dans un environnement qui est compétitif, ils ont des aménagements raisonnables, etc. Ils ont accès à tout ça. Soit on est dans un cas d'emploi aidé, c'est-à-dire qu'il y a un soutien supplémentaire qui est nécessaire afin de pouvoir travailler dans un environnement compétitif. Ça peut être un dispositif légal, ça peut être des aides particulières, etc. Et après, on a ce qu'on appelle l'emploi protégé, où les personnes ne peuvent pas travailler sur un marché du travail ouvert. Et du côté des travailleurs qui ne sont pas bien rémunérés, on est plutôt sur des systèmes d'emploi aidé et d'emploi protégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans ce spectrum de possibilités d'environnement de travail, d'emploi ouvert et de protégé, on voit souvent que quand les personnes handicapées peuvent accéder, on est soit sur un emploi protégé, avec ou sans une rémunération adéquate, ou sur un emploi aidé. Et donc, c'est là, en fait, qu'on a beaucoup de difficultés à employer les personnes, c'est-à-dire sur un marché compétitif ouvert. Et c'est là aussi qu'il y a plus d'efforts d'inclusion à faire. Quant aux emplois protégés, il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette modalité-là, qui n'est pas considérée comme une modalité étant inclusive. Un autre facteur un autre obstacle, c'est le manque ou peu ou pas d'accès à des services financiers. Donc, et ça, c'est plutôt du côté, je dirais, de l'auto-emploi, mais pas seulement. On peut avoir besoin d'un service financier pour acheter une maison, pour une assurance, pour épargner de l'argent. Mais c'est vrai que les personnes handicapées ne sont pas reconnues comme des potentiels clients par des institutions financières. Et les produits et services des institutions financières, de leur côté, ne sont pas accessibles très souvent. Donc, en fait, ce manque de services financiers empêche souvent les personnes de pouvoir développer une activité économique, de pouvoir épargner de l'argent qu'ils gagnent,
de pouvoir s'assurer, de pouvoir aménager leur maison. Et c'est un frein qui est assez important, surtout quand on parle d'auto-emploi, parce qu'effectivement, un entrepreneur qui n'a pas de capacité d'emprunter ou d'épargner, il va être vite bloqué dans son développement, dans le développement de son activité économique et donc dans la génération de ses revenus. L'autre barrière qui est très importante, c'est l'accessibilité des infrastructures publiques, des transports et des services. Le travail, c'est pas quelque chose d'isolé. Il faut aller au travail. Il faut pouvoir participer à une activité sociale, à l'activité professionnelle. Donc, en fait, on voit qu'au niveau de l'environnement physique, les personnes handicapées rencontrent énormément d'obstacles qui donc limitent, si on veut, leur pleine participation à la vie sociale, professionnelle et culturelle de la communauté, de la société, comparée aux personnes qui n'ont pas d'handicap. Et ces petits graphiques ici, en fait, c'est le résultat d'une enquête assez intéressante. Et ils donnent donc les pourcentages des personnes handicapées qui, dans leur travail, donc qui ont déjà un travail, mais qui trouvent que c'est un obstacle, enfin que leur lieu de travail est un obstacle ou qui n'est pas accessible. Et on voit qu'en moyenne, 32% des personnes handicapées trouvent qu'il y a un manque d'accessibilité du lieu de travail. C'est très difficile d'y accéder avec des pics dans certains pays qui vont en plus de 40%, comme au Népal, au Sri Lanka, encore au Lesotho, au Cameroun. Donc, les thèmes de l'accessibilité à l'infrastructure, effectivement, c'est une thématique qui est très importante. Donc, quand on parle d'emploi, il faut aussi penser que la personne doit avoir accès à son lieu de travail. Et donc, comment? Après, on a comme obstacle principal la capacité juridique. Donc, effectivement, dans certaines législations, il y a beaucoup de limites à ce qu'une personne handicapée peut pas faire. Donc, à la liberté des prises de décision. Et ceci, souvent, leur empêche de signer un contrat de travail. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où le cadre législatif limite l'autonomie et la prise de décision de la personne handicapée. Donc, la signature d'un contrat de travail, il faut un tuteur qui signe, et ça peut encore générer des situations de conflit, des tensions, parce que les tuteurs légaux ne pensent pas que la personne puisse faire ce travail pour lequel il a envie de postuler ou de parier. Et donc, ça limite encore une fois l'accès. Et finalement, certains dispositifs de protection sociale, et ça, vous me direz, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a certains dispositifs de protection sociale qui viennent d'une idée d'appuyer la personne handicapée à avoir un revenu stable, avoir un accès à des soins de santé, etc., mais qui ont certaines contraintes qui font en fait que si la personne trouve un emploi formel, elle perd toutes les aides de l'État en termes de soins de santé, de réadaptation ou d'autres avantages comme par exemple des cartes de transport, etc. Et ceci devient un frein. À ce moment-là, c'est une contrainte pour la personne handicapée de dire si je trouve un emploi salarié, finalement, je perds tous ces avantages-là. Comment je vais faire pour ma réadaptation, pour mes soins de santé, etc. Et quand on fait un peu des calculs, beaucoup de personnes préfèrent finalement ne pas travailler plutôt que de perdre ce filet social auquel ils sont habitués et qui naturellement les aide, il les protège quelque part. Donc ça aussi, c'est un frein à l'emploi. Donc tous ces obstacles-là génèrent ce qu'on appelle l'exclusion, et cette exclusion, elle a un coût. Même si on ne pense pas, mais effectivement, le fait de ne pas inclure les personnes handicapées dans l'économie, donc dans l'emploi et dans l'économie, nous coûte globalement de l'argent. Et donc, une étude du BIT qui a été faite en 2009 nous dit que le chômage des personnes handicapées
chaque année représente une perte entre 1370 et 1980 milliards de dollars. Le fait que donc, ces personnes-là ne soient pas actives nous donne une perte si importante chaque année. Entre 12 et 20% de la population des pays développés était improductive à raison d'handicap. Donc, on perd de la force de travail, de la main-d'œuvre. Et on sait aussi, et ça c'est une étude qui a été réalisée en 2005 par la Banque africaine de développement, qu'il est co-associé à l'inclusion des personnes handicapées. Donc, par exemple, les aménagements raisonnables, l'adaptation des tâches, etc., sont compensés par les avantages financiers à long terme pour les individus, leurs familles et la société. Il faut se rappeler que quand quelqu'un travaille un emploi, il peut consommer, donc il fait vivre aussi l'économie. Donc c'est pas seulement c'est pas seulement une question de donner un accès à l'emploi, mais c'est aussi une question de dynamiser un tissu économique d'une zone donnée avec des personnes, 15% de la population mondiale qui pourraient avoir accès à un emploi. C'est vrai que le chapitre 3, c'est un peu, disons, une idée de tous les obstacles qu'on a affrontés. Ça fait un peu ça peut aussi décourager un peu. Mais heureusement, il y a de plus en plus de dispositifs et des bonnes pratiques qui nous aident et qui peuvent aider à surmonter ces obstacles, même si on n'est pas dans un cas de figure de perfection ou de solutions toutes faites. Mais on va voir maintenant, en fait, comment on peut quelque part essayer de surmonter ces obstacles et quelles sont un peu les bonnes pratiques à mettre en place quand on veut parler d'emploi inclusif. La première chose, et ça c'est de penser le travail de manière inclusive et donc, encore une fois, sortir un peu de cette idée d'emploi protégé ou d'activité ou entreprise coopérative de personnes handicapées seulement pour les personnes handicapées. Il faut penser l'emploi et l'accès universel à l'emploi comme un emploi inclusif. C'est-à-dire qu'on essaie d'inclure les personnes handicapées dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et en même temps, on essaie de rendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde de l'emploi, plus inclusif. Ça, c'est un schéma qui résume un peu, en fait, le travail et cette approche inclusive, qui est un peu l'approche que nous, chez CHI, nous utilisons, mais on n'est pas les seuls. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une approche duale, où on travaille d'un côté avec l'individu et de l'autre côté avec son environnement. Ces schémas, en fait, nous donnent aussi une idée du spectre, si on veut, de l'emploi et du travail. Donc, on a effectivement le travail, donc l'emploi salarié, et le temps-emploi. Toute une série de mécanismes qu'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire un accompagnement social personnalisé, la formation professionnelle, des soft skills, donc tout ce qui sont les compétences soft et pour chercher de l'emploi, si on travaille plutôt l'emploi salarié, d'éducation financière, de l'appui au développement d'entreprise, si on est plutôt axé sur l'auto-emploi. Un travail avec les différents acteurs qui sont sur la place pour les rendre plus inclusifs. L'inclusion, c'est pas forcément quelque chose qu'un matin on se réveille, on est inclusif, c'est un travail de longue haleine. Et l'effort de l'individu en tant que tel, donc ça c'est la base de l'approche duale, l'effort de l'individu en tant que tel n'est pas suffisant pour avoir un système inclusif. Et de l'autre côté, un environnement inclusif n'est pas suffisant lui tout seul pour qu'il y ait de l'inclusion si les personnes ne sont pas prêtes à être incluses. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est en fait les liens qu'on peut voir avec la sécurité sociale, la protection sociale et les filets sociaux, qu'on pense au travail d'une manière un peu plus large. Donc ça, je pense que c'est la première clé, c'est de penser au travail de manière inclusive. Et ceci passe par la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes. Donc, quand on parle d'emploi des personnes handicapées,
il y a plusieurs parties prenantes qui entrent en jeu pour faire que l'emploi devienne inclusif. Donc, on a d'un côté les entreprises, donc les employeurs, les départements des ressources humaines, qui sont celles qui embauchent les gens. On a les utilisateurs des services ou les personnes handicapées qui souhaitent entrer dans l'emploi. On a les prestataires des services. Et là, on peut parler d'un large spectre de prestataires de services, plutôt axés sur l'emploi par des centres de formation professionnelle, des agences d'emploi, parfois d'ONG qui appuient à l'insertion professionnelle. Et naturellement, on a les décideurs qui sont ceux qui définissent le cadre réglementaire et les dispositifs qui aident à promouvoir l'emploi des personnes handicapées. Et c'est vraiment, ça c'est vraiment clé de dire, toujours dans la perspective de l'inclusion, il faut travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'elles soient inclusives. Maintenant, on va regarder quelques bonnes pratiques plutôt axées pour l'emploi salarié, mais je dirais aussi, la majorité s'applique aussi à l'auto-emploi. Du côté des politiques publiques, on a des pratiques intéressantes au niveau du recrutement des personnes handicapées et le respect des quotas. Donc, on a des pays comme le Brésil, le Pérou, la Tunisie, la Colombie, où en fait, on veille aussi, on a des politiques qui favorisent le recrutement des personnes handicapées via des quotas, mais aussi qui font du suivi de ce respect-là, comme on a le cas du Brésil, par exemple. Et depuis peu, le Pérou se dote aussi d'un dispositif qui permet effectivement d'aller d'entreprise en entreprise, voir si les quotas sont respectés et mettre des amendes. Donc, après, on a aussi des dispositifs qui ont des incitations financières, des avantages en nature, c'est-à-dire que l'entreprise qui emploie un certain nombre de personnes handicapées a des réductions des charges patronales sur les salaires de la personne handicapée, peut avoir aussi des réductions sur d'autres impôts, cotisations sociales. Dans certains cas, comme aux États-Unis, en Colombie, en Chine, au Kenya, l'État donne priorité dans l'accès aux contrats publics à des entreprises qui ont un certain pourcentage de personnes handicapées parmi leur staff. Donc ça peut aussi aider à ce que les entreprises se motivent à employer des personnes handicapées. Il y a aussi la promotion du télétravail pour dépasser les barrières d'accessibilité. Ça, c'est un cas intéressant. En Colombie, il y a un pas du télétravail, en fait, un dispositif qui utilise les nouvelles technologies pour solutionner un problème qui est le problème souvent d'accessibilité des personnes handicapées au travail et qui met un dispositif en place aussi d'accompagnement aux entreprises et aux employés handicapés pour réaliser le travail à distance. Il y a d'autres mesures comme l'incitation de l'auto-entrepreneuriat recours à la sous-traitance. On a ça en Chine et en Indonésie. C'est assez intéressant parce que souvent, en fait, c'est une autre manière pour les grosses entreprises de pouvoir remplir des quotas. C'est le cas en Chine, par exemple, à travers en employant des entrepreneurs dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Si on regarde du côté des prestataires des services, l'une des bonnes pratiques, c'est de proposer un appui technique au-delà de la sensibilisation à l'inclusion. En général, tout le monde sensibilise à l'inclusion et ça, normalement, c'est le premier pas pour le changement, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Il faut penser, surtout quand on travaille avec des entreprises, à tout ce qui est les politiques RH, avoir l'établissement des partenariats, l'accessibilité, aussi au niveau de la gouvernance. On dit que les instances de décision prennent l'inclusion au sérieux. Donc, c'est vraiment proposer un appui technique un peu plus holistique. On a un exemple au Maroc qui est assez intéressant, avec la CGM qui a élaboré un guide pratique pour l'emploi des personnes handicapées. Au Brésil, il y a une institution, l'Institut Amancay, qui propose un jeu interactif pour sensibiliser les staffs au handicap. En Égypte, on a l'ONG Helm qui propose aux entreprises un paquet d'assistance technique qui justement va de la sensibilisation au développement d'un environnement inclusif et aussi accompagne l'intégration des candidats avec handicap qui ont été recrutés.
Une autre bonne pratique, c'est d'offrir des services pour appuyer le recrutement des personnes handicapées. Et on le voit, il y a par exemple des plateformes online avec des bases de CV et qui font un peu le lien entre l'entreprise, privé ou public, et les candidats, des journées de rencontres, des ateliers carrières. Il y a plein de solutions et c'est vraiment un service qui aide en fait le rapprochement entre l'employeur et les candidats employés avec handicap. La mise en place d'un environnement de travail inclusif et aussi qui assure aussi l'accueil de nouveaux arrivants. Donc, on a plusieurs expériences. Il y a Youth for Jobs en Inde, Trabajo Contigo en Pérou. Il y a d'autres institutions au Brésil. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'environnement pour qu'il soit inclusif, mais aussi de s'assurer que les personnes qui vont commencer à travailler soient accompagnées. Dans certains cas, c'est des coachs. Comme l'APE au Brésil, elle donne des coachs à l'entreprise pour l'accompagnement de ces personnes-là. Donc, c'est des solutions qui aident en fait à non pas seulement à que la personne soit employée, mais qu'elle reste dans l'emploi. Et après, effectivement, des nouvelles technologies pour tout ce qui est amélioration de l'accessibilité. Donc, ça peut être, comme dans les cas de TechnoUS en Colombie, des outils, enfin, des logiciels pour améliorer la lecture, etc. Par exemple, il y a en Égypte, Helm et Vodafone Égypte, ils ont créé un projet qui aide les personnes via une application à voir quels sont les endroits accessibles au Caire, donc dans la capitale. Voilà. Ça, c'est des pistes, en fait, sur les bonnes pratiques du côté des prestataires de services. Après, on a aussi, et on l'a vu dans les modèles duals, c'est très important l'accompagnement de la personne pour son inclusion au travail. C'est pas seulement une question des décideurs, des prestataires de services, des entreprises, mais il faut aussi accompagner la personne dans ce chemin. Ceci, c'est vraiment un facteur clé de succès. On peut avoir l'environnement le plus inclusif au monde si les personnes ne sont pas prêtes à faire le pas pour être inclus. On n'aura pas d'inclusion. L'accompagnement social personnalisé, qui est fondamental. Et nous, on l'a vu dans beaucoup de projets, qu'en fait, quand on accompagne la personne à développer son projet de vie, son projet professionnel, à se projeter dans le futur, qu'on lui donne les moyens, qu'on l'accompagne, je dirais pas au jour le jour, mais presque, et qu'on met la personne handicapée finalement au centre en tant que développement, en tant qu'acteur de sa vie, ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la clé de la réussite pour que la personne soit inclue et ait envie d'être inclue. Autre chose qui est très importante, c'est le rôle de l'ergothérapie et la réadaptation en général. Dont l'objectif, c'est de viser l'autonomisation de la personne. Donc, l'ergothérapie, tout ce qui est adaptation, et la réadaptation en général, dire parfois, suivant les contextes, la personne qui veut se lancer dans une activité économique, elle a besoin d'une réadaptation et d'un suivi. Et enfin, renforcer les compétences, parce que comme on l'a vu, une des barrières, souvent, peut-être la première, c'est l'accès à la formation compétences techniques. La formation et développement de l'employabilité, ça c'est notre facteur clé de succès. On a différents types de dispositifs selon les types de travail, les compétences requises et la localisation. Ça peut être, par exemple, des maîtres d'apprentissage, ça peut être des centres de formation professionnelle, même des écoles. Ça dépend beaucoup de la situation. Et là, c'est un cas en Inde assez intéressant où c'est un jeu Youth for Jobs qui offre une formation courte, jusqu'à 45 jours, aux jeunes qui ont certains types de déficiences et qui vivent dans un milieu rural, donc qui ont du mal à pouvoir aller, qui n'ont pas d'accès physique aux centres de formation professionnelle parce qu'il n'y en a pas dans la zone, et qu'en fait, après cette formation, ils font des stages et des placements en entreprise, dans des entreprises avec lesquelles Youth for Jobs a des partenariats. Et ça permet aussi, surtout pendant la période des stages, aux entreprises de voir, de connaître ces candidats et souvent de les employer. Et un autre facteur clé des succès, c'est le suivi post-recrutement. Le recrutement, c'est, je dirais, la première étape
dans les chemins de succès de l'emploi d'une personne handicapée. Parce qu'il faut que cette personne reste dans son poste, et idéalement que cette personne puisse évoluer au sein de l'entreprise, parce que c'est ça aussi les travail décent, comme on l'a vu avant. Et je voulais faire donc un zoom sur les aménagements raisonnables, on entend beaucoup parler. Comme je l'ai dit, ils sont mentionnés dans la Convention des droits de l'homme dans la Convention des droits pour les personnes handicapées. Et en fait, quand on parle d'aménagement raisonnable, il s'agit d'identifier ce qui correspond aux besoins de chaque personne. Donc, on n'a pas un aménagement standard pour tout le monde, mais en fait, il faut, l'idée, c'est de permettre à l'individu d'accéder à l'emploi, de les conserver, de pouvoir être autonome dans ses tâches et de pouvoir pouvoir progresser dans son travail. Quelques petites checklists aussi pour quand on pense aux aménagements raisonnables. Donc, pas toutes les personnes handicapées ont besoin d'un aménagement. Ça, c'est un peu une idée reçue, c'est pas forcément vrai. Dans la majorité des cas, les aménagements ne sont pas coûteux. Parfois, c'est par exemple organisation un peu du temps de travail. Ça peut être déplacer un bureau du 3e étage au rez-de-chaussée, tout simplement. Les aménagements améliorent l'environnement de travail pour tous les employés, mais aussi pour les clients. Un cas qui est assez courant, par exemple, quand certains aménagements sont faits pour les personnes en fauteuil roulant en mobilité réduite, c'est les femmes enceintes et les personnes âgées aussi qui en bénéficient. Beaucoup d'aménagements se basent sur l'expérience de vie de la personne qui suggère dont elle a besoin parce qu'elle a déjà affronté des barrières, des obstacles. Et donc la première chose, c'est de lui demander à son avis pour bien faire son travail, de quoi elle aurait besoin. Et finalement, on a différents types d'aménagements, donc organisationnels, qu'on est plutôt sur le temps de travail, sur des horaires, etc. Des modifications physiques au poste de travail. Aménagement des communications, ça peut être par exemple des panneaux un peu plus grands, des communications audio, aussi des équipements techniques spécifiques, comme ça pourrait être par exemple des lecteurs d'écran. Ça, c'est la méthodologie qu'on applique en général. Je ne vais pas trop m'attarder, mais en fait, l'idée, c'est on applique une adaptation, enfin un aménagement à une personne handicapée, donc en particulier. Comme je disais, c'est pas un truc standard, pas quelque chose de standard, mais ça, c'est un peu ce qu'on regarde quand on veut faire un aménagement raisonnable. On analyse le travail, donc les tâches, les gestes, quelles sont les ressources à disposition, quelles sont les contraintes spécifiques. On évalue les compétences de l'employé, tant du côté de l'expert comme de la personne avec handicap elle-même. On fait une analyse en fait de ce qui manque. On identifie les besoins en adaptation. Et après, on met en place l'adaptation du poste de travail et on forme l'employé à utiliser les nouveaux outils ou les nouveaux postes. Et là, c'est quelques exemples d'aménagements raisonnables qui ont été faits. Donc, parfois, ça va d'une prothèse un peu spécifique, comme dans le cas ici en Afghanistan. Aussi, voilà, de laisser la personne choisir le meilleur aménagement pour elle-même. Dans ces cas-là, c'est de taper sur les claviers avec les pieds. Parfois, c'est juste d'adapter la taille de la table. Voilà. Et je vais vous donner pour conclure quelques exemples concrets de projets qui ont pour but de donner accès à l'emploi inclusif pour les personnes, l'emploi inclusif pour les personnes handicapées. Donc, on a un projet qui est assez intéressant, qui est le projet emploi handicap en Tunisie. C'est un projet qui s'est développé entre octobre 2014 et mars 2018, qui avait pour partenaire Humanité Inclusion, donc ACHI, ANETI, la fédération en fait et l'organisation pour le travail et les droits des personnes handicapées. Il y a eu 790 personnes handicapées, demandeurs d'emploi qui ont été accompagnées et 298 personnes qui ont été insérées dans la vie professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est ce modèle-là. En fait, si on veut, les modèles qui étaient choisis, c'était un modèle assez holistique, où en fait, les projets, c'était mettre ensemble
les acteurs, les parties prenantes dans une optique de marché pour lever les obstacles à l'emploi des personnes handicapées. Donc, d'abord, c'était identifier, comprendre les marchés de l'emploi, aller de manière positive vers les entreprises, avec des sensibilisations sur l'accessibilité du travail, sur le handicap, etc. Faciliter en fait cette intervention positive par les acteurs publics, c'est-à-dire mettre un lien, si on veut, les acteurs du secteur privé avec les acteurs du secteur public qui sont là et qui ont aussi été appuyés pour renforcer leur capacité, mais aussi avec des centres spécialisés qui renforcent les offres de formation pour qu'ils deviennent plus inclusives et donc qui s'orientent aussi vers les besoins tant des personnes handicapées, mais aussi du marché et de l'entreprise. Avec un ancrage qui était assez intéressant, c'est-à-dire qu'avec l'ANETI, au niveau pas seulement, disons, général, mais aussi vraiment au niveau local, et finalement avec beaucoup de travail sur la communauté des pratiques, des proximités, beaucoup d'espaces d'échange entre les différents acteurs, les entreprises, les personnes, enfin les centres de formation, les acteurs publics. Et après, un projet qui est un peu complètement différent par rapport à ce que nous en a parlé aujourd'hui, mais que je pense intéressant parce que ça peut peut-être aussi lancer un peu de réflexion sur l'ampleur de l'accès universel à l'emploi au travail et comment là, on était plutôt sur de l'emploi salarié, à l'entreprise, etc. Mais que finalement, quand on parle d'accès à l'emploi, on parle aussi parfois d'un accès à des activités économiques de base. Et là, c'est un projet qui a lieu au Burkina Faso, c'est un projet de résilience qui est actuellement en cours et qui en fait regarde, enfin, dont la partie insertion socio-économique travail vient appuyer, comme on l'avait dit, donc l'accomplissement des besoins de base comme la santé, etc. Et donc en fait, c'est un système où on donne des transferts monétaires aux ménages les plus pauvres pour les aider à couvrir leurs besoins de base. Et on développe avec eux des activités économiques de différents types. On a des agents commerciales, on est plutôt sur de l'agriculture, mais aussi sur de l'élevage, pour leur permettre de mettre en place une activité économique qui va leur permettre de générer des revenus, de subvenir à leurs besoins de base. Et ça aussi, c'est du travail. Et l'idée, c'est de le faire justement d'une manière inclusive, c'est-à-dire qu'il y a des adaptations qui sont faites pour inclure des personnes handicapées parmi les bénéficiaires du projet. Et en guise de conclusion, et je vous libère, je laisserai la porte ouverte aux questions. Quelques points clairs à retenir, c'est d'abord le rôle des États dans la mise en place des cadres législatifs et des dispositifs qui sont favorables à l'emploi des personnes handicapées. C'est vraiment très important que les États prennent ce rôle-là, et pas seulement en écrivant une politique, mais aussi en veillant à sa mise en œuvre, à son respect et à son adaptation. Cette approche duale dont je vous ai parlé, qui agit sur la personne et sur l'environnement, qui est vraiment clé pour une inclusion effective. Le fait que les secteurs publics doivent donner l'exemple en termes d'emploi. Et donc, c'est vrai que dans beaucoup des cas législatifs, on a des quotas, par exemple. Pour les entreprises privées publiques, en général, les entreprises ou les secteurs publics, ils ont des quotas plus élevés. Et il faut vraiment que les secteurs publics prennent un peu la tête du peloton et donnent l'exemple sur l'inclusion des personnes handicapées avec une inclusion effective, en fait, et un travail décent. Le fait que les services courants, ce qu'on appelle en anglais des mainstream, puissent incorporer des politiques et des pratiques inclusives et pas créer des systèmes parallèles spécifiques pour les personnes handicapées. Donc, ceci est un travail qu'il faut faire avec l'ensemble des parties prenantes. Pensez aux entreprises comme un allié clé dans l'emploi des personnes handicapées et comme un moteur de changement. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'en Argentine, Securitas Argentine emploie des agents de sécurité handicapés, dont beaucoup avaient des déficiences physiques.
Et en fait, il faut savoir qu'en Argentine, on ne peut pas. Donc, le cadre légal ne donne pas la possibilité pour des agents de sécurité d'avoir une déficience physique parce qu'il faut être à 100% de sa condition physique, de sa capacité physique pour être agent de sécurité. Cependant, Securitas Argentine a décidé de négocier avec l'État, avec les ministères du Travail et les instances compétentes pour avoir une dérogation. Et ils ont commencé avec un petit essai. Et aujourd'hui, ils ont une cinquantaine d'employés dans leurs clients, centres commerciaux, même à l'aéroport de Buenos Aires, donc dans la capitale, des gardes de sécurité en situation de handicap. En fait, ce qui veut dire que finalement, les entreprises aussi peuvent aider au changement et à la prise de conscience. Et finalement, que l'inclusion des personnes handicapées, c'est pas seulement un devoir, mais c'est aussi une chance parce que elles apportent des ressources compétentes, un regard innovant et différent sur le monde du travail, sur la société. Souvent, de nouveau, pour les entreprises, de nouveaux segments des marchés, parce que ils permettent en fait d'accéder à ces 15-20% de la population handicapée qui souvent n'est pas très bien ciblée par les entreprises, mais aussi permet une plus grande cohésion d'équipe, améliore en général l'environnement de travail dans les entreprises. Donc, c'est pas seulement un devoir, comme je disais, mais c'est aussi une chance de pouvoir inclure dans l'emploi les personnes handicapées. Et voilà, pour ma part. Donc, j'espère que vous avez des questions et j'espère pouvoir y répondre. Voilà. Et merci, très merci Francesca, vraiment super, hyper intéressant ces présentations. En fait, c'était un peu plus long que d'habitude, mais je n'étais pas arrêtée parce que c'était vraiment intéressant, plein de détails. Donc, j'ai préféré te laisser continuer, terminer ta présentation. Et ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup de temps pour des questions, seulement un quart d'heure. Je peux allonger, c'est pour toi, c'est pas un problème, 10 minutes en plus. Oui, ça va. Ben, parfait. Donc, mais alors, je vous invite les participants à écrire d'autres questions dans les chat box, mais il y a déjà beaucoup, où vous pouvez aussi lever la main virtuellement, bien évidemment, et je vous donnerai directement la parole pour poser votre question à Francesca. Mais j'ai une question que je veux lire parce que c'est vraiment intéressant de Manel. C'est demande qui demande, pourriez-vous nous donner des exemples d'aménagements raisonnables pour des personnes avec handicap intellectuel? Est-ce que c'est le fait d'avoir une personne de support peut être considéré comme un aménagement raisonnable? Et dans ces cas, il sera à la charge de qui? De l'employeur ou de l'employé? Très merci Manel et très merci Francesca pour donner nous une réponse. Encore une fois, je dirais d'abord, cela dépend déjà de la personne et de son handicap concrètement et du type de travail donc qu'elle doit réaliser. Des exemples, par exemple, souvent c'est simplifier les tâches ou les décomposer. C'est-à-dire que les personnes qui ont des déficiences intellectuelles souvent ont du mal à assimiler, par exemple, toute l'information de tous les processus pour accomplir une tâche d'un coup. Et donc, ce qu'on suggère souvent, c'est par exemple de décomposer les tâches en sous-tâches et d'expliquer petit à petit à la personne le cheminement en fait pour compléter sa tâche. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. On le voit beaucoup, par exemple, dans tout ce qui est les métiers de la restauration, par exemple, ou certains métiers un peu plus techniques. Après, avoir une personne de support, ça peut aider. Il faut voir quelle est la disponible. Normalement, tout ce qui est aménagement raisonnable doit être à la charge de l'employeur, globalement. Ça dépend beaucoup du cadre légal, mais en général, c'est la charge de l'employeur. Il faut voir aussi quel sera le rôle de cette personne et comment en fait cette personne peut appuyer à que la personne donc handicapée dans ces cas-là devienne autonome et soit pas
disons, là pour faire le travail à sa place. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien regarder. Il faut parler, du coup, je pense, avec la personne, mais aussi son entourage, sa famille, voir comment ça fonctionne en général, comment la personne accomplit ses tâches, même quotidiennes, qui n'ont pas forcément à travers avec le travail. Probablement parler aussi avec un ergothérapeute qui sera spécialisé dans tout ce qui est aménagement raisonnable, un milieu de travail pour des personnes avec ce type de décision, ce qui pourra aussi aider un peu à trouver des solutions sur le long terme. J'espère avoir donné quelques pistes. Merci. Merci, très merci, sûrement. Je voudrais aussi lire une autre question aussi de ma collègue Adiara qui écrit de Burkina, parce que Bruges de Gap travaille aussi au Burkina, qui demande quels recours disposent les personnes vivant avec un handicap pour qui ne respectent du quota pour leur employabilité. Alors Merci. oui, là on touche au système de droit en fait. Donc, et aussi, dans beaucoup de pays, quand il y a effectivement des quotas qui sont mis en place, il y a aussi des systèmes, dans des systèmes de quotas comme des systèmes qui se basent sur la non-discrimination, pour la personne handicapée, d'avoir un recours à la justice pour que son droit soit respecté. Aujourd'hui, on sait que ça a beaucoup de limites, essentiellement parce que beaucoup de fois, dans la plupart des cas, les personnes handicapées ne sont pas au fait de leurs droits. Souvent, il y a un manque d'accessibilité, soit physique, mais aussi en termes de communication. Et donc, ça difficulte énormément le faire valoir de ces droits pour les personnes handicapées vis-à-vis du système judiciaire. Pas seulement dans des pays en développement, on peut se dire effectivement le système judiciaire peut avoir certaines failles ou certains retards, mais aussi dans des pays en développement, en fait, on se rend compte aux États-Unis qui est un système qui est basé sur la non-discrimination avec un Disability Act qui est quand même assez puissant. Les personnes handicapées font face à beaucoup de difficultés pour s'engager dans des procès. Donc, il y a des dispositifs légaux. Après, effectivement, je pense que il faudrait s'assurer quelque part que, au niveau des entreprises, on travaille vraiment sur l'inclusion pour que disons, il n'y ait pas à utiliser les recours judiciaires, que ce soit vraiment le dernier recours, parce qu'effectivement, comme je disais, les systèmes judiciaires ne sont pas aujourd'hui encore tout à fait prêts de leur côté absorber ce type de demande. Donc, il faut aussi travailler, et je pense que c'est un peu le travail qu'ils font les collègues qui travaillent sur revendication des droits des personnes handicapées, travailler avec les organisations des personnes handicapées, etc., pour pour favoriser une montée en puissance d'un côté, et aussi avec les personnes handicapées pour qu'ils soient plus au fait de leurs droits en général. Mais je dirais que il faudrait d'abord essayer d'éviter d'arriver à cette situation-là en travaillant beaucoup avec les entreprises pour qu'elles comprennent la démarche de l'emploi inclusif. Merci. Très merci, Francesca. Désolée si je ne fais pas des commentaires dans tes réponses, mais je préfère lire des questions dans la chat, qu'il y a beaucoup et aussi intéressant. Une autre question, à part le merci pour le développement de cette thématique, justement, un des facteurs qui limite l'accès des personnes vivant avec un handicap aux emplois salariés, c'est le fait que les potentiels employeurs, y compris l'État, estiment, sur la base des préjugés, que les personnes vivant avec un handicap n'est pas capables de travailler à ces postes sans vraiment avoir la certitude de ça. Existerait un répertoire d'emplois salariés avec une description de comment les personnes vivant avec un handicap peuvent travailler. Merci. Ça, c'est une question un peu tricky. Je ne suis pas sûre qu'il existe un répertoire global sur des emplois salariés
disons, par type d'handicap, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on essaye en général d'éviter pour se dire, quand on parle d'emploi, de travail, la première chose à faire, c'est de demander à la personne ce qu'elle a envie de faire. Et sur la base de ça, étudier avec elle ses capacités, ses compétences pour qu'elle puisse accéder à ce travail-là. Mais c'est clair qu'il y a un travail de sensibilisation à faire au niveau des entreprises, même publiques, sur les capacités, enfin, sur le fait qu'une personne avec un handicap peut exercer un emploi et en général n'importe quel type d'emploi. Je sais qu'il y a pas forcément un répertoire d'emploi, mais plutôt des guides de bonnes pratiques en fait sur l'emploi salarié, sur comment intégrer une personne handicapée, sur le fait qu'une personne avec un handicap peut travailler. Si je me souviens bien, justement le projet Emploi Handicap en Tunisie avait sorti un guide assez intéressant par rapport à ça. Mais et je pense qu'on est plutôt sur des dynamiques qui sont plutôt dans ce sens-là. Et après, il faudrait, je pense aussi, faire appel à certains prestataires de services qui travaillent beaucoup sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il y en a un peu partout dans beaucoup de pays et qui ont donc beaucoup d'expérience. Ce que nous, on suggère en général, c'est au moment de sensibiliser les entreprises privées ou publiques à l'emploi des personnes handicapées, aussi d'aller toujours avec une organisation des personnes handicapées, avec une personne handicapée qui peut parler son expérience, qui devient formateur, qui devient sensibilisateur, et ça, seulement ça, déjà, ça aide à, à faire baisser un peu les barrières et les préjugés, et, euh, et après à donner des exemples concrets. Peut-être c'est une bonne idée aussi de créer un petit répertoire d'emplois type ou de peut-être des études des cas, mais je n'ai pas connaissance de quelque chose qui existe vraiment comme ça, mais je pourrais, je vais quand même me renseigner pour être sûre. Et je passerai éventuellement, si je trouve quelque chose, à Lesia le lien pour les partager. Mais Oui, voilà, bien sûr. je pense qu'il faut vraiment aller plutôt sur essayer de penser qu'il y a chaque, enfin, que c'est pas la personne qui s'adapte à l'emploi, mais c'est plutôt l'inverse. Éviter de tomber donc dans des clichés. Mais je regarderai quand même. Je vais les noter, je regarderai pour voir s'il y a effectivement un document comme ça qui est compilé peut-être par un autre acteur du handicap. Oh, très merci, Francesca. En fait, je pense que c'est un instrument que c'est utile. Aussi, si je pense à notre travail dans les terrains, c'est quelque chose que nous travaillons aussi avec les gouvernements, avec des organisations qui travaillent au niveau local. Donc, avoir des exemples comme ça peut être Mhm. vraiment utile, je pense, et spécialement quand tu travailles aussi avec des gouvernements, que tu as des outils à présenter, des exemples pour aussi montrer que quelquefois c'est plus facile et c'est de que évidemment des gens pensent et que c'est quelquefois c'est corrige-moi si je me trompe, mais c'est vraiment un manque de connaissances. Oui, tout à fait. Et oui, Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut plutôt trouver quelque chose qui se base plutôt sur des success stories. Donc, en fait, ouais, des exemples de personnes qui étaient bien intégrées dans différents types d'emplois. Mais si ça n'existe pas, ça pourrait être intéressant de faire une petite compilation, effectivement. voilà, merci. On va considérer aussi Bridge the Gap si peut supporter pour ces documents et ces outils, si nous pouvons supporter. Bien, je lis rapidement une autre question de Rokaya qui demande, je voudrais que vous extendez votre recherche aussi sur le Sénégal. Mhm. Très sincèrement, dans notre pays, il n'y a même pas de dispositif de formation professionnelle pour les personnes vivant avec un handicap. Il y a jusqu'à un ou deux écoles, mais au sorti de de ces écoles, les personnes handicapées ne peuvent pas trouver du travail. Et par exemple, dans les ministères de l'Éducation nationale, il n'y a qu'une seule personne handicapée visuelle qui occupe un poste de directeur. Et je pense que ces commentaires, que c'est plutôt qu'une question en commentaire, c'est rejoint la question que nous avons dit maintenant
quelquefois, pour les employeurs, c'est aussi un manque de connaissances de les potentialités des personnes vivant avec un handicap, mais aussi ils pensent que sont prohibitifs des outils pour l'accès au travail des personnes vivant avec un handicap. Oui, tout à fait. Et dans les cas du Sénégal, c'est assez particulier. Le Sénégal, il y a quand même une loi de quota qui cible globalement 15% des personnes handicapées dans les emplois d'État et publics. Donc là, le problème, probablement, c'est pas les systèmes légaux, mais c'est, enfin, pas la politique en tant que telle, mais son dispositif et sa mise en œuvre, qui à ce moment-là, elle devient problématique. Et comme Rocaille le soulignait aussi, les problèmes de l'insertion de la profession professionnelle, pardon, et de la passerelle vers l'emploi. Et ça, je dirais que c'est le cas du Sénégal, c'est le cas de beaucoup de pays où les centres de formation professionnelle en général sont limités. Ils ne sont pas inclusifs, ils ne savent même pas comment inclure des étudiants en situation de handicap, sont souvent en milieu urbain, et donc on se retrouve en fait avec un dispositif légal qui est en place quelque part, mais on n'a pas, disons, les moyens pour l'alimenter, pour faire en sorte qu'il soit mis en œuvre. Donc là, il y a beaucoup, je dirais, il y aura plutôt beaucoup de travail à faire avec les centres de formation existants pour qu'ils puissent devenir inclusifs, donc au niveau d'accessibilité, au niveau des matériels d'information, enfin, de formation des tuteurs, etc. Dans beaucoup de pays, ça l'alternance quelque part, donc la formation professionnelle couplée avec des stages en entreprise, ça peut aider. Il faudrait voir effectivement après au niveau des instances publiques leur ouverture pour accueillir des stagiaires handicapés au sein des différents départements. Et dans les cas là où il n'y a pas effectivement de centre de formation professionnelle, de voir, on explore plutôt des pistes qui sont des maîtres d'apprentissage locaux, où effectivement on essaye aussi, on appuie aussi les maîtres d'apprentissage. En général, c'est des artisans, des ouvriers, des personnes qui sont reconnus dans leur métier, mais donc à ce moment-là, on les appuie pour aménager, par exemple, leur atelier pour qu'ils soient plus inclusifs, on les forme aussi, etc. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine dans certains cas. Et merci Francesca. Je vais vite lire une part des questions qui parlent de quota. La première, c'est de Soumana de CBM. Comment faire surmonter les problèmes d'effectivité des personnes handicapées recrutées dans les services publics grâce au système quota? Mais aussi une autre question qui demande tout le temps de système quota, c'est quel instrument légal au niveau international exige des États la question des quotas? Donc, au niveau de l'efficacité des personnes handicapées recrutées dans les systèmes publics, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. C'est vrai que dans beaucoup de cas, et pas seulement dans les systèmes publics, mais malheureusement aussi dans des entreprises. Et par exemple, on l'a vu beaucoup en Égypte, il y a des quotas, il y a des amendes, et finalement, les entreprises donc, ne souhaitent pas payer l'amende, et ce qu'ils font, c'est qu'ils recrutent une personne handicapée. Comme ça, ils l'ont dans leur parmi les employés, la personne, en fait, on lui demande de ne même pas aller travailler, par exemple. Ou on lui donne pas forcément des tâches, mais c'est juste pour justement être en accord avec la loi. Et ça, c'est effectivement un problème. Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment le travail en amont à faire avec les institutions publiques ou les entreprises au moment d'inclure. C'est-à-dire, enfin, d'inclure une personne handicapée. Un système de quotas, à lui tout seul, même avec des incentives, n'est pas suffisant à une pleine inclusion de la personne. Parce que, comme on l'a vu, il faut penser à des ajustements. Il faut aussi qu'il y ait au niveau de la prise, enfin des personnes qui prennent des décisions, de la gouvernance, une compréhension de l'inclusion, de ce que ça implique, des adaptations au niveau des RH. Il
il faut que le reste du staff ne voit pas la personne handicapée comme quelqu'un qui vole un travail et qui est là juste parce que il y a un quota à respecter. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et je pense que une des stratégies, et peut-être la stratégie, et c'est une stratégie qui est assez coûteuse, parfois, pas seulement en termes de ressources financières, mais en termes de ressources humaines et de temps, c'est de travailler avec les candidats, entreprises ou institutions publiques qui ont envie d'avoir une personne handicapée pour les accompagner en fait dans ce parcours qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et par exemple, il y a des cas où ça marche relativement bien et ça dépend aussi un peu après de comment le cadre légal est mis en œuvre. En Bolivie, par exemple, nous travaillons beaucoup avec les ministères du Travail, avec les autorités locales qui doivent employer des personnes handicapées. Mais ça fait déjà plus de 4 ans qu'on travaille avec eux parce qu'effectivement, il faut changer la vision, les pratiques et ça prend du temps. Donc, seulement penser que parce qu'il y a un quota et qu'il y a une personne qui est recrutée, que ça va être un travail décent, que ça va être un plein emploi et que la personne va rester en poste. Parce qu'il y a beaucoup de cas aussi, à un moment donné, où la personne handicapée n'a pas forcément envie d'aller dans un lieu de travail où elle n'a rien à faire pendant toute la journée, où elle ne se sent pas intégrée dans l'équipe, etc. Donc, on a vraiment un travail à faire, je pense, en tant qu'organisation d'appui, de prestataires de services, des parties prenantes, de faire en sorte qu'étant la personne, je disais que, mais comme aussi l'entreprise de la société publique soit préparée pour que en fait, tout le monde y gagne finalement dans ces paris. Et après, sur la question des dispositifs internationaux qui obligent des quotas, il n'y en a pas, à ma connaissance. C'est plutôt, en fait, les systèmes des quotas, si on veut, c'est plutôt un moyen de répondre aux préoccupations de l'inclusion. C'est-à-dire, il y a ces cadres, la Convention internationale, il y a aussi tout ce qui est les cadres internationaux de droits de l'homme, les objectifs du développement durable. Donc, il y a tout ce contexte international qui, globalement, on le sait très bien, in fine, c'est contraignant et relativement seulement pour ceux qui le ratifient. Mais il n'y a aucune convention qui dit qu'il faut mettre en place un système des quotas. C'est toujours laissé en général aux États le choix de voir quel système sera le plus approprié, à savoir que souvent, dans la réalité, même si un pays penche pour un système de quotas plutôt que de non-discrimination, dans la réalité, on a des systèmes qui sont quand même assez hybrides où, où les dispositifs après qui sont appliqués se complémentent quelque part. Voilà. Très merci, Francesca. Je veux pas, je plus vraiment du temps. Je peux seulement lire la dernière question parce que c'était intéressant. C'est en question de André et qui demande l'égalité des chances et l'inclusion pour les personnes vivant avec un handicap mentaux. Est-ce que c'est vraiment possible pour l'accès à l'emploi? Ils commentent aussi que certains de leurs parents sont obligés d'arrêter de travailler afin de promouvoir, de s'occuper des enfants. Donc, le dernier vraiment commentaire, Francesca, sur les handicapés mentaux et après, malheureusement, nous devons terminer la session. Merci, Francesca. Oui, juste pour rebondir sur ça, c'est vrai, là, il y a des questions. Il faut savoir que ça dépend aussi de la gravité de l'handicap. La personne doit être en mesure de pouvoir effectivement exercer un type d'activité. C'est pas le cas malheureusement pour toutes les personnes. Effectivement, il y a des personnes qui ont un handicap mental qui est très très sévère, souvent qui n'est pas isolé, donc avec d'autres types d'handicap et qui rend leur insertion professionnelle très très compliquée, voire je dirais pas réalisable. Dans certains cas, un peu vraiment complexe extrême. Après, c'est à ce moment-là, effectivement, que des systèmes de protection sociale font du sens et ont tout leur sens, en fait, pour venir aider ces personnes-là et leurs familles, qui, comme André le disait souvent, et c'est souvent la mère, donc c'est souvent la femme, en fait, dans les familles qui doit
arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant, du jeune après adulte dans ces situations-là, ce qui génère des difficultés. Dans beaucoup de cas, surtout quand c'est dans le cas des enfants, on essaie de travailler aussi avec les parents des enfants qui sont porteurs d'handicap. Et, et là, on essaye en fait de cibler du coup les parents aussi qui prennent soin de ces personnes. Ça peut être, mais ça peut être au-delà des personnes avec un handicap mental très sévère ou d'un enfant, ça peut être aussi une personne très âgée de laquelle il faut s'occuper. Et à ce moment-là, on essaye d'appuyer plutôt la personne à se réinsérer dans les marchés du travail. Donc la personne qui prend soin à se réinsérer dans les marchés du travail. Et là, c'est par exemple des ajustements raisonnables, des aménagements raisonnables qui vont plutôt être axés sur le temps de travail, sur le télétravail, qui peuvent venir un peu pallier à cette difficulté en fait d'avoir un emploi classique pour ces personnes qui prennent soin en fait des personnes handicapées, enfin avec des handicaps très très sévères. Voilà. Voilà, merci, merci. Très merci, Francesca. Désolée à tout le monde si je dois arrêter, mais malheureusement, les formats de ces sessions sont de 1 heure et demie. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes en fait arrivés aussi à la fin de cette 8e session sur accès à l'emploi. Je tiens à remercier Francesca beaucoup. Vraiment, je ne lis pas tous les commentaires dans les chatbox, mais j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs, des congrès aussi pour sa présentation. Donc, vraiment, merci. Je voudrais également dire merci à tous les participants. Oui, voilà. Pardon, à tous les participants. Et j'espère aussi vraiment que la session d'aujourd'hui, c'était intéressant et que vous avez appris quelque chose et clarifié quelques doutes sur ces sujets très, très importants. Juste les dernières infos. Vous recevrez le sondage avec l'email de suivi à la fin de cette session. Je pense ou à la fin de cette semaine ou au début de la prochaine. Ensemble, comme vous savez déjà, avec le vidéo de la session et tous les matériels d'apprentissage. Je vous invite, je cherche vraiment de mettre ensemble les questions dans les chat box et vous donner des réponses dans les prochaines semaines. La prochaine session aura lieu à la fin à la moitié du mois d'avril. Sera sur accès universel à la santé. Un autre sujet très important et vraiment intéressant. Donc, je vous recommande de ne pas le manquer. Nous pouvons déjà communiquer la session, la date de la session en français qui sera mardi 18 avril 2019 à 11h30 heure de Bruxelles. Vous recevez la communication pour vous enregistrer à partir de la prochaine semaine. Le speaker sera une autre expert de humanité et inclusion, David Olchini, le chef de l'unité prévention et santé de HI. Donc, je vous rappelle que pour ceux qui ont manqué toutes les sessions précédentes, vous pouvez trouver les vidéos des webinaires avec aussi le matériel de apprentissage dans le website de Bridge the Gap, dans les pages Facebook et Twitter et dans la page YouTube. Vous pouvez trouver des liens ici maintenant dans les chat box. Donc, merci une autre fois à tout le monde. Merci à Francesca. À la prochaine fois pour la prochaine session et bonne journée à tout le monde. Ciao Francesca, merci. Merci.